Bonjour! Salut, Maud. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être avec nous pour cette troisième séance du colloque de l'ADQ qui porte sur la thématique des inégalités. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre présidente pour la séance, Johanna Cardena, qui est doctorante en études des populations à l'INRS. Juste avant de lui passer la parole, je vous rappelle que la séance est enregistrée pour visionnement ultérieur. Donc, si vous ne désirez pas apparaître sur la séance, simplement fermez votre caméra. Alors, voilà, merci et bonne séance. Merci Maud. Donc, je tiens tout d'abord à te remercier pour cette invitation. Donc, je suis très honorée d'avoir été invitée pour animer cette partie du colloque. Donc, voilà, sans trop tarder. Mais bon, je vais vous rappeler, nous, on a 15 minutes pour les présentateurs, pour la présentation. Et tout à la fin des 4 présentations, et on va voir en période de 20-25 minutes, n'est-ce pas? Pour la période de questions et de discussions. Donc, sans trop tarder, je donne la parole à M. Jonathan Bilodeau, qui va nous présenter quelle option pour réduire les inégalités en revue systématique des études sur les politiques sociales et la distribution de la richesse dans son perspective causale. À vous la parole, M. Bilodeau. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est en virtuel, hein. Donc, de participer à ce colloque. Je tiens à remercier les organisateurs et les organisatrices de cet événement, hein, qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. Donc, ce que je vous propose comme présentation aujourd'hui, en fait, ça fait partie d'un projet plus large. Donc, c'est les résultats préliminaires d'un projet plus large des actions concertées ciblées qui est fait avec 12 chercheurs et plusieurs ministères du Québec. Alors, le premier volet consistait à faire une recension des écrits, une revue systématique des études sur les politiques sociales et la redistribution de la richesse dans une perspective causale. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, hein, on observe une augmentation des inégalités à travers le monde. Ici, vous avez la part de revenus des 10 % les plus aisés dans le monde depuis 1980. Donc, on voit hein, avec la crise économique, la crise financière de 2008, hein, ça a donné lieu à des mouvements sociaux qui ont amené un débat sur le rôle, l'effet délétère des inégalités de richesse, notamment sur la question de la santé. Donc, les différentes juridictions vont s'être saisies de cet appel à l'action et ça va être renforcé par une littérature vraiment massive sur le sujet. Et donc, ils vont considérer le rôle des politiques sociales dans les inégalités. Sauf qu'à ce moment-là, ce que l'on avait comme littérature, c'était davantage basé sur les États-providence, tels que formulés, par exemple, par Esping Anderson. Donc, bien que cela soit quand même éclairant dans une certaine manière, une compréhension générale, ça ne permettait pas de savoir quelles sont les politiques spécifiques qui contribuent à réduire les inégalités. Alors, le gouvernement du Québec va prendre acte de ce constat à travers sa politique gouvernementale de prévention en santé. Et l'orientation 3, hein, ça vise l'amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé. Donc, on prend acte du fait que les conditions socio-économiques peuvent jouer sur la santé, sur les inégalités en santé. Donc, on va s'intéresser aux causes fondamentales de santé. Donc, notre projet, plus spécifiquement, s'insère dans le chantier numéro 5, hein, qui vise à recenser les politiques sociales et fiscales implantées dans d'autres juridictions qui favorisent une meilleure distribution de la richesse.
Alors, pour ce faire, nous avons réalisé une revue systématique des écrits qui comprend une série de critères d'inclusion et d'exclusion très spécifiques. Donc, parmi eux, on a les politiques spécifiques. Donc, on retenait seulement des études qui s'intéressaient à des politiques spécifiques et non pas à des pays ou à des régimes d'État-providence. Ensuite, on devait documenter les inégalités de revenus ou de pauvreté. Donc, ce n'était pas la croissance économique générale. Et la pauvreté, eh bien, on avait une définition assez large de la pauvreté qui pouvait aller, par exemple, l'insécurité financière, l'insécurité alimentaire. Ça pouvait aussi être le fait de passer de l'assistance sociale à se trouver un emploi. On s'intéressait également aux études qui documentaient cette relation-là dans une perspective causale. Donc, c'était les études expérimentales, les études quasi-expérimentales, les expériences naturelles, par exemple. Et aussi, c'était des études qui étaient évaluées par les pairs, donc publiées. Ce n'étaient pas des rapports de recherche ni des pré-publications. Ensuite, c'était aussi des interventions qui avaient été conduites dans les pays riches de l'OCDE et qui touchaient les domaines d'intervention du gouvernement québécois. La famille, l'éducation, la pauvreté, l'exclusion sociale, la sécurité du revenu et de l'emploi, les taxes, les impôts, le logement et aussi la santé et les services sociaux. Ensuite, on a consulté 15 bases de données, des bases de données très générales, mais aussi plus spécifiques, plus spécialisées en économie, en sciences politiques, en sociologie, en sciences de la santé, par exemple. Alors, cette recherche nous a conduit à repérer près de 18 000 études dans la littérature. Lorsque nous enlevons les doublons, eh bien, nous obtenons environ 13 000 études. Donc, nous avons passé à travers les résumés et les titres de ces études. Et c'était 2 personnes indépendantes qui évaluaient chacune de ces études. Et ça nous a permis de repérer 300 études dans un premier temps. Donc, les conflits étaient, on pourrait dire, réglés par une tierce personne, donc qui départageait les conflits. Le taux d'accord inter-auteurs était quand même très élevé. Et après avoir lu les études complètes, eh bien, nous avons obtenu 167 études. Donc, vous comprendrez que c'est très difficile de faire une synthèse de littérature avec 167 études. Donc, je vais quand même faire un survol parce que c'est très hétérogène en termes de mesures et en termes de politiques qui ont été recensées. Ce que l'on constate globalement, c'est que c'est davantage les études longitudinales et quasi-expérimentales qui sont ressorties. Il y a quand même une part non négligeable d'études expérimentales et cela va venir baliser l'évidence scientifique sur laquelle on va s'appuyer pour émettre nos recommandations à la toute fin du rapport. Un aspect qui nous a particulièrement étonnés, c'est que la majorité des études, si ce n'est pas la quasi-totalité des études qui ont été repérées, ont été réalisées aux États-Unis. On s'est posé la question, est-ce que ça peut être un biais par rapport à la langue, puisqu'on faisait notre recherche en anglais? Mais on constate ici, en Grande-Bretagne et en Australie, la proportion est quand même relativement faible. Donc, on peut mettre de côté, selon moi, ce biais au niveau de la langue. Je vais revenir un peu plus loin sur qu'est-ce qui pourrait expliquer également cette forte prévalence chez les études aux États-Unis, en fait. Puisque les États-Unis ressortent du lot, eh bien, on va faire une petite parenthèse pour s'y intéresser. Globalement, les mesures qui ont été prises pour endiguer la pauvreté, pour endiguer les inégalités aux États-Unis, offrent des résultats qui sont plutôt contrastés, plutôt divergents. Ici, vous avez le Temporary Assistance for Needy Families qui offre des résultats plutôt non significatifs. Lorsque vous avez un moins, c'est que ça a un effet délétère, ça a un effet négatif, ça a pour effet d'augmenter les inégalités, d'augmenter la pauvreté. Lorsque vous avez un plus, eh bien, ça a un effet bénéfique, ça a pour effet de réduire la pauvreté, réduire les inégalités. Et lorsque c'est suivi d'un NS, ça veut dire qu'au départ, c'est significatif, mais l'effet se dissipe avec le temps pour devenir non significatif. Alors, vous avez, ici, je vois pas mon... Donc, vous avez les programmes également pour ce qui est de l'aide alimentaire qui offrent des résultats plutôt mitigés dans l'ensemble, comme on peut voir. C'est des programmes très populaires aux États-Unis qui ont été largement documentés.
Un programme intéressant, par contre, c'est le New Hope, qui offre des résultats plus positifs que négatifs dans l'ensemble. Le New Hope vise à aider les travailleurs qui sont à très faible revenu, donc les travailleurs pauvres. Il leur offre un soutien financier, un accès à des services de soins à bas coût et aussi à des services de garde subventionnés également. Pour ce qui est du logement, on retrouve aussi des effets qui sont plutôt mitigés, mais j'attire votre attention quand même sur deux études ici qui documentaient le soutien à l'accès à la propriété. Dans les deux cas, on retrouve des effets bénéfiques. Donc, d'accompagner les gens pour accéder à la propriété a des effets bénéfiques aux États-Unis sur l'augmentation de la sécurité du revenu, sur le revenu en général également. Au Canada, ce qui a été davantage documenté, c'est le Self-Sufficiency Project. On retrouve quand même des résultats bénéfiques, mais d'autres qui sont non significatifs. Et ici, vous avez l'idée que c'est bénéfique pour certains groupes de la population, alors que c'est négatif pour d'autres. Donc, c'est départagé. Plus récemment, on a eu le Manitoba Basic Annual Income Experiment, qui offre des effets négatifs, mais il faut savoir aussi que l'étude qui, dans le fond, on s'intéresse à l'emploi. Donc, ça a un effet négatif sur l'emploi, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'autres effets sur d'autres mesures de pauvreté, c'est seulement que ce n'est pas documenté ici. On peut penser, par exemple, à la sécurité de revenus, à la sécurité alimentaire, sauf qu'on n'a pas les informations pour cela. Maintenant, je vais passer rapidement sur les autres pays, plus en Europe. Bien sûr, je ne peux pas m'attarder sur l'ensemble des études, mais ici, quelques études quand même intéressantes. On a le Public Income Transfer, qui est un transfert qui est destiné aux immigrants, qui offrait des résultats bénéfiques, mais à court terme. En Norvège, on a l'expansion des subventions pour la garde d'enfants qui offre des effets bénéfiques. On a le Dual Tax Reform qui a été également fait, qui consiste à plus seulement taxer les corporations, mais aussi taxer les individus. Donc, c'est un double système. Et en Suède, eh bien, le fait de se partir une entreprise, des programmes qui aident à se partir une entreprise ou des crédits sur le revenu offrent également des effets intéressants. Maintenant, dans les pays conservateurs, ce que l'on observe, c'est davantage des programmes d'activation. Donc, ici en Allemagne, là, des programmes d'activation qui offrent des effets bénéfiques. En France, vous avez un dispositif de reclassement innovant. Et en Belgique, un programme intéressant, c'est l'allocation garantie de revenus qui permet à des travailleurs à temps partiel d'avoir un supplément de revenus le temps qu'ils se trouvent un travail à temps plein. Donc, ça les permet de renforcer ce maintien à l'emploi pour les travailleurs à temps partiel. Mais ce qu'on a constaté globalement, ce qui ressort vraiment de nos analyses jusqu'à maintenant, c'est la centralité d'intervenir sur la petite enfance. On a noté, après quelques résultats, par exemple, on a regardé chez les femmes, est-ce que le fait de viser des femmes avait un effet plus ou moins positif? On constate que c'est mitigé. Par contre, chez les jeunes enfants, vous voyez ici là, que globalement, il y a des effets bénéfiques. Et les effets vont même se prolonger jusqu'à l'âge adulte. Les interventions de 0 à 5 ans, ce n'est pas seulement durant l'enfance, c'est aussi lorsqu'on est adulte, il y a des retombées. Et beaucoup de ces études vont avoir documenté cette relation-là avec un devis expérimental, ce qui vient renforcer l'appui scientifique sur le sujet. Il y a aussi des subventions de garde d'enfants qui ont un effet bénéfique et les repas scolaires subventionnés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela? C'est que le Québec est dans la bonne voie. Hein? Le Québec a trouvé quand même un filon parce que ça fait plusieurs années qu'on met l'emphase sur des interventions, des programmes qui sont destinés aux enfants, sauf que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place à l'amélioration. Justement, le filon doit être creusé et on sait que c'est ça qui fonctionne d'après cette revue systématique des écrits. Alors, on peut penser par exemple à un accès plus équitable aux services de garde qui serait à mettre de l'avant. On peut penser également à un accès plus rapide à des logements subventionnés pour les familles qui sont dans la précarité avec des enfants en bas âge, hein, de 0 à 5 ans. Donc, on est bien parti, mais on peut quand même s'améliorer. 2 minutes, M. Bilodeau.
Merci. Je dois déjà conclure là-dessus. Et donc, il y a une nécessité d'évaluation plus systématique des retombées des politiques sur les inégalités de richesse dans une perspective causale. Et cela est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel de pandémie, où est-ce qu'on va devoir mettre en place des politiques pour réduire les inégalités qui vont avoir été introduites par justement cette pandémie. Et on doit le faire en se basant justement sur des études avec des données probantes. Et il s'agit aussi d'un moment opportun pour documenter l'effet des politiques qui ont été mises en place durant la pandémie. Il s'agit d'une expérience naturelle à l'échelle mondiale pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour réduire les inégalités. Aussi, pour revenir au cas des États-Unis, la revue narrative, parce que on ne se contente pas d'une revue systématique, on a complété avec une revue narrative et on se rend compte que les pays européens ont aussi documenté des politiques dans une perspective causale, mais ils ne sont pas dans une logique de publication par les pairs. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trouvé des études dans les pays européens, comme on retrouve aux États-Unis, par exemple. Ensuite, je termine sur l'importance de considérer la faisabilité et la transférabilité des politiques identifiées. On est de plus en plus dans une logique d'isomorphisme où est-ce qu'on s'inspire des politiques d'ailleurs, mais on ne peut pas faire un copier-coller. Et donc, ça fait partie également de notre projet de voir comment on peut implanter ces politiques-là, si c'est faisable, s'il y a une acceptabilité sociale également par rapport à ces politiques. Donc, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai dépassé. Parfait. Merci beaucoup, M. Bilodeau, pour le respect du temps, en fait, et pour cette belle présentation. Je donne la parole à Mme Julie Lacroix, et on va écouter sa présentation qui s'appelle « Discrimination ethnique dans le marché suisse du logement ». Je vous donne la parole et Mme Lacroix, je vous laisse compléter votre présentation. Merci. Je partage mon écran. Voilà. Donc voilà, comme ça a été dit, je présente aujourd'hui les résultats d'une étude expérimentale sur la discrimination ethnique dans le marché suisse du logement. Donc, il s'agit d'une collecte de données que j'ai mise en place avec des collègues en Suisse et pour lesquels on a des résultats pour l'ensemble du territoire. Donc, d'abord, quelques mots sur la situation des migrants et des minorités ethniques sur le marché du logement. Donc, on recense de nombreux indicateurs de désavantages pour ces populations, que ce soit une concentration dans des quartiers défavorisés, une qualité de logement inférieure, des logements parfois suroccupés, ou encore une distance plus grande du centre-ville, une distance entre le logement et le centre-ville qui est plus grande, ou encore avec le lieu de travail. En Suisse, on est dans une situation de surchauffe du marché du logement, c'est-à-dire qu'on a un taux de logement vacant qui est très faible, ce qui cause une grande compétition sur le marché du logement locatif et qui suscite aussi, donc en parallèle, un intérêt grandissant pour les personnes les plus vulnérables. Donc voilà, en termes de répartition spatiale des migrants sur le territoire, on le sait, les migrants et comme les minorités ethniques tendent à s'installer dans les centres urbains, là où l'offre de logement est à son plus faible et le coût du logement est le plus élevé. Donc, il y a différentes hypothèses qui ont été mises de l'avant pour expliquer ce phénomène, que ce soit un accès facilité à l'emploi, donc une plus grande offre de travail dans les villes, une présence de réseau ou encore l'accès à certains services ou produits. Donc, une hétérogénéité de l'offre qui est évidemment plus importante en ville. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le rôle potentiel de la discrimination dans cette répartition spatiale. C'est-à-dire si les migrants ou les minorités postulent pour des logements en ville ou en campagne ou en milieu rural, auront-ils les mêmes chances de trouver un logement?
Donc, les études sur la discrimination dans le marché du logement sont nombreuses. La quasi-totalité d'entre elles confirment l'existence de discrimination ethnique sur le marché du logement. Donc, c'est le cas aussi pour les études expérimentales sur le marché de l'emploi. Ces études, toutefois, ce qu'on constate, c'est qu'elles se limitent quasi exclusivement au milieu urbain, en particulier pour ce qui est de la discrimination dans le marché du logement, c'est-à-dire que ces études vont envoyer des postulations pour des logements, mais en se concentrant uniquement sur certaines villes ou certaines agglomérations. Donc, on en sait assez peu sur la variation spatiale du niveau de discrimination. Il y a quelques études que j'ai pu recenser où les auteurs se sont intéressés à des différences au niveau des quartiers, c'est-à-dire que sur la base d'études qui se concentraient sur des villes ou des agglomérations, les auteurs ont pu relever des niveaux de discrimination différents en fonction de certaines caractéristiques des quartiers, que ce soit la composition ethnique du quartier, le revenu médian ou encore la qualité des services. Donc, ce que ces études concluent, c'est que la discrimination tend à exclure les minorités des quartiers les mieux nantis et offrant de meilleurs services. Le niveau de discrimination est aussi moins élevé dans les quartiers à forte concentration immigrante, donc ce qui a pour effet d'accentuer la ségrégation résidentielle et de perpétuer certaines formes d'exclusion. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de mesurer la prévalence de la discrimination dans le marché suisse du logement. C'est-à-dire, est-ce qu'avoir un nom à consonance étrangère affecte les chances d'être invité pour visiter un logement? Donc, cette mesure, elle est prise sur la base d'une étude expérimentale donc, sur l'ensemble du territoire suisse, donc, qui nous permet d'avoir une certaine variation sur le territoire, donc dans différentes municipalités, et de répondre à la seconde question, c'est-à-dire, existe-t-il des différences entre milieux urbains et milieux ruraux? Donc, ce n'est pas tellement la dichotomie urbain-rural qui m'intéresse ici. Je vais plutôt utiliser des variables qui sont continues, c'est-à-dire des indicateurs comme la densité de population ou encore un indicateur d'éloignement des centres urbains. Donc, l'approche expérimentale, elle consiste à envoyer des candidatures fictives à des propriétaires de logements leur demandant de visiter un bien locatif. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'envoyer quelques 11 000 candidatures fictives par courriel à des propriétaires ou des agences à des agences immobilières. On a utilisé le portail d'annonces Comparis, donc qui peut s'assimiler au site Kijiji au Québec. Donc, c'est le portail d'annonces le plus utilisé en Suisse. On a ensuite fait une sélection aléatoire de ces annonces pour enfin avoir une couverture nationale, donc avoir des candidatures autant en région rurale qu'urbaine et dans les 3 régions linguistiques de la Suisse. Donc, pour bien avoir une étude expérimentale et isoler l'effet du nom ou de l'origine du candidat sur les chances d'être invité pour visiter un logement, on a dû proposer des messages standardisés, c'est-à-dire des messages égaux par ailleurs, où seulement le nom du candidat varie. Donc, pour chaque logement, on a envoyé 2 candidatures fictives, une première candidature mentionnant un nom à consonance suisse, une seconde application mentionnant un nom à consonance étrangère. Les noms étrangers étaient des noms soit d'origine turque ou kosovare, donc c'est deux groupes largement représentés en Suisse et dont on peut supposer que les propriétaires vont bien reconnaître la provenance ou l'origine de ces noms. Les messages ont été envoyés dans la langue de l'annonce, donc en allemand, en français ou en italien.
Et puis, à ceci, on a ajouté un certain nombre d'informations sur le candidat au logement. Donc, en plus de son nom, on a mentionné son genre, évidemment par le nom, son âge, son occupation, sa composition, la composition du ménage, et puis on a aussi varié certains éléments dans les messages. Donc, on a envoyé des messages variant dans la qualité. Donc, des messages plus courtois, des messages un peu plus brefs. Donc, ici, on a les premiers résultats pour la prévalence de la discrimination selon certaines caractéristiques. Donc, d'abord, il faut savoir qu'environ que 72% des candidats ont reçu une réponse positive, c'est-à-dire une réponse, une invitation à visiter un logement, et que, suivant les caractéristiques, certaines personnes avaient plus ou moins de chances de recevoir une invitation. C'est donc le cas pour les candidats mentionnant un nom à consonance étrangère, donc turc ou kosovar, par rapport aux candidats suisses. Donc, ce qu'on mesure, c'est une réduction des chances d'être invité pour visiter un logement de 3%. Ensuite, les femmes, les hommes avaient plus ou moins la même probabilité d'être invités pour visiter un logement, donc la différence n'est pas significative. Et puis ensuite, la qualité donc, du message avait aussi un effet sur la probabilité d'être invité, avec des messages plus courtois qui augmentaient ses chances jusqu'à 12% d'être invité pour visiter un logement. Et puis une distinction entre propriétaires privés et agences immobilières. Donc, les agences retournaient plus souvent des invitations favorables. Donc, maintenant, ce qui m'intéressait en particulier, c'était de voir si ces différences, ce niveau de discrimination qu'on a vu dans la diapositive précédente, donc qui était un écart de 3% entre les deux groupes, c'était de voir si cet écart variait en fonction de certains indicateurs du territoire, en fonction de l'urbanité du territoire. Donc ici, ce que je présente, ce sont des probabilités prédites pour chaque groupe. Donc la probabilité d'être invité pour visiter un logement selon la densité de population dans la municipalité où la personne a postulé pour le logement. Et puis, on peut voir donc ce niveau pour les Suisses et ce niveau pour les Turcs et les Kosovars. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, je fais juste une parenthèse, je me rends compte que je n'ai pas entré vraiment dans les modèles, mais c'est simplement des régressions ou des régressions linéaires de la probabilité d'être invité avec un certain nombre de caractéristiques. Et puis, dans ce cas-ci, j'inclus une interaction entre le nom du candidat et la densité de population. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les deux courbes, donc la courbe pour les Suisses et la courbe pour les Turcs et les Kosovars, elle va se rétrécir plus le niveau de densité de population est élevé. C'est-à-dire que le niveau de discrimination est plus faible dans les municipalités où la densité de population est plus élevée et au contraire, un niveau de discrimination plus élevé là où la densité est la plus faible. Donc, la même chose pour cet indicateur d'éloignement du centre-ville. Donc, ici, de la même façon, on peut voir que le niveau de discrimination, donc que les courbes s'écartent plus on s'éloigne des centres urbains. C'est-à-dire que les individus mentionnant un nom suisse ou kosovar vont être discriminés plus largement dans les municipalités qui sont plus éloignées des centres urbains. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir, c'est une plus forte prévalence de la discrimination en milieu rural ou dans les milieux, disons, plus éloignés des centres urbains.
On peut donc dire que la discrimination au logement agit comme une certaine barrière à l'établissement des minorités en zone rurale et favoriserait une certaine concentration dans les villes. Donc, je nuance un peu cette conclusion, puisqu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien causal. On peut pas, je ne suis pas en train de mesurer l'effet de la discrimination sur la répartition spatiale des migrants, mais plutôt de dire que si un migrant ou une minorité postulait pour un logement en zone rurale, cette personne serait sans doute soumise à un niveau de discrimination plus élevé. Et puis enfin, une conclusion qui me semble importante, c'est que la prévalence ou le niveau de discrimination rapporté dans les autres études est sans doute sous-estimé, puisque ces études se limitent au seul milieu urbain. Donc voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup, Madame Lacroix, pour cette présentation très intéressante. Donc, on aura l'occasion d'approfondir dans la période des discussions puis des questions. Et je donne la parole maintenant à Xavier Sandeni, de l'Institut national de la recherche scientifique, qui va nous présenter transition professionnelle durant une crise de l'emploi, évaluation de l'impact à long terme de la pandémie sur les trajectoires de carrière des travailleurs canadiens. À vous la parole, M. Sandeni. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir à ce colloque. Je suis très heureux de présenter les résultats de cette étude, qui est une étude en cours avec des collègues de différentes universités, où notre objectif était d'évaluer ou de documenter l'impact de la pandémie, des mesures qui ont été mises en place depuis février 2020, non seulement sur les tendances transversales en matière d'emploi, mais vraiment sur les trajectoires. Donc, tenter d'adopter une perspective un peu plus proche des analyses de parcours de vie et des analyses de transition que des analyses d'indicateurs transversaux du marché du travail qui ont été largement publiés ou discutés là, depuis un peu plus d'1 an. Donc, comme élément de contexte, je voulais mentionner qu'on part d'un point de départ qui est que le choc, ce qu'on pourrait appeler le choc COVID, se distingue de crise ou de récession précédente sous 3 dimensions. Premièrement, la magnitude du choc. Donc, le déclin du taux d'emploi de 15 %, déclin des heures travaillées agrégé de 32 %, des estimées causales aussi la diminution des heures de travail hebdomadaires moyennes au niveau des individus de 11 %, ce qui représente vraiment un choc, comme on sait, d'une échelle sans précédent, d'une magnitude sans précédent, quand on compare aux crises récentes, surtout au Canada. Il y a aussi la source du choc. Puis c'est important de souligner qui est pas nécessairement une diminution de la demande des consommateurs, des chocs macroéconomiques internationaux, des chocs qui proviennent du fonctionnement des marchés financiers. Mais donc, la source du choc, la source de la crise de l'emploi, c'est vraiment l'épidémie, donc la propagation du virus et des mesures qui ont été mises en place pour contrôler et limiter la propagation des infections dans la population, notamment en lieu de travail. Finalement, c'est la nature du choc qui se distingue dans la mesure où, lors d'une récession ou d'une diminution temporaire de la performance de l'économie, en général, les employeurs vont procéder à des mises à pied, la plupart du temps permanentes, alors que, en partie à cause de la source du choc, on a remarqué que les employeurs, à travers plusieurs pays, mais notamment au Canada, ont eu recours à des mises à pied temporaires, mais aussi à d'autres mesures qui sont généralement très peu utilisées, comme
la diminution à zéro des heures travaillées chez certains de leurs employeurs. On peut penser à des travailleurs qui travaillent dans la restauration avec un horaire de travail relativement flexible, où ces travailleurs-là ne vont pas nécessairement avoir été mis à pied de manière permanente ou temporaire, mais vont plutôt avoir été mis en absence, ou du moins, c'est comme ça que ces travailleurs-là vont rapporter leur statut lorsqu'ils vont se faire interroger dans le cadre d'enquêtes comme l'enquête sur la population active. Et finalement, une série d'autres transitions comme la transition vers le télétravail qu'on connaît. Donc, il est important pour nous, dans ce contexte-là, de documenter les différentes dimensions du choc. La base de ce projet, c'est aussi un argument suivant lequel les données transversales ne fournissent pas nécessairement un portrait complètement juste ou complètement exhaustif des expériences des travailleurs et des travailleuses durant la pandémie. Dans la mesure où, lorsqu'on observe des pertes d'emploi au niveau agrégé, des pertes d'emploi dans les données transversales, donc une diminution du taux d'emploi ou une perte en termes de nombre d'emplois, comme ça a été rapporté dans les médias, ça peut masquer différents événements ou différentes expériences au niveau des trajectoires professionnelles des travailleurs. La première, c'est que une diminution agrégée du taux d'emploi peut être expliquée ou peut être sous-tendue par une diminution des embauches. Donc, une plus grande difficulté de sortir du non-emploi chez les travailleurs. Puis, d'un autre côté aussi, ça peut être en même temps ou en parallèle, expliqué par l'augmentation des transitions vers le non-emploi, la transition des pertes d'emploi ou des mises à pied, etc. Donc, en économie du travail, souvent, la recherche qui s'intéressait aux transitions durant des récessions, on fait des analyses des flux d'emploi à court terme ou des job flows pour essayer de déterminer dans quelle mesure la fluctuation du taux d'emploi au niveau transversal est expliquée par une diminution des embauches ou par une augmentation des mises à pied ou une augmentation des transitions vers le non-emploi ou les deux. En sociologie, il existe beaucoup d'études sur les trajectoires professionnelles et l'impact à long terme, par exemple, des pertes d'emploi, mais les études se sont peut-être un peu moins souvent concentrées spécifiquement sur des récessions et des chocs économiques. Puis notamment, plusieurs études sur la mobilité sur le marché du travail ne font que contrôler pour la fluctuation du taux d'emploi. Donc, en essayant d'obtenir, par exemple, des tendances à travers le temps ou des effets nets des fluctuations d'économie. Donc, nous, dans la présente étude, on veut se concentrer vraiment sur qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les trajectoires d'emploi des travailleurs durant une récession. On a 3 objectifs. Le premier qui est de mesurer l'impact à long terme sur les trajectoires professionnelles, donc pas seulement les transitions à court terme. Le marché du travail n'est pas complètement récupéré, même notre étude s'échelonne de février 2020 à février 2021, des données de février 2020 à février 2021. Donc, même en février 2021, comme on sait, plusieurs politiques publiques étaient encore en place, puis le marché du travail n'avait pas complètement récupéré. Donc, je vais proposer une nouvelle méthode d'estimation avec le PA pour fournir des données sur les trajectoires professionnelles dans une perspective à plus long terme. Deuxièmement, on veut documenter la variété des chocs, comme je l'ai mentionné, notamment parce que différents types de chocs, mise à pied ou mobilité entre employeurs, on sait dans la littérature que ça a différents effets sur les probabilités d'emploi subséquentes ou sur la croissance salariale, etc. Donc, par exemple, si on voyait une diminution de la mobilité entre les employeurs, ce qu'on ne peut pas vraiment voir dans des données transversales, ce résultat-là, en soi, est très important dans la mesure où beaucoup de travailleurs accomplissent ou réalisent une progression salariale en changeant d'employeur. Donc, on veut documenter ce type de transition-là en plus de documenter, par exemple, les mises à pied et permanentes temporaires ou absences, etc. Ce qu'on veut documenter aussi, c'est dans la mesure du possible,
notamment parce que ça n'a pas été... c'est très difficile d'obtenir des données à ce sujet-là. Notre objectif est de produire des données sur les retours des travailleurs à leur employeur initial après des mises à pied, notamment temporaires. Donc, notre échelle, la période d'observation de notre étude sur un an va nous permettre de regarder non seulement les trajectoires de février à avril, par exemple, donc est-ce qu'on s'attend à avoir beaucoup de pertes d'emploi, beaucoup de transition vers le non-emploi, mais la méthode qu'on a développée permet de documenter dans une certaine mesure si certains travailleurs sont retournés à leur employeur initial une fois que certaines mesures ont été levées. Finalement, on va se concentrer sur des différences entre groupes, notamment entre industries, parce que ça a été l'objet de beaucoup de politiques publiques, et aussi des différences de genre, parce que lors de récessions précédentes, surtout la récession de 2007-2008 aux États-Unis, les pertes d'emploi, ou du moins les études, des études en économie du travail notamment, ont remarqué que les pertes d'emploi étaient concentrées chez les hommes à cause de la composition, à cause de l'effet du choc de cette récession-là, du choc d'emploi, qui a été concentré dans le secteur manufacturier, de la construction et financier, où les hommes sont surreprésentés. Donc, la situation actuelle est quand même assez différente, notamment à cause des secteurs qui ont été affectés, mais on veut se concentrer donc sur les inégalités de genre afin de contraster avec les résultats qu'on a sur les récessions précédentes. Donc ici, je veux juste présenter le contexte au niveau des politiques publiques. C'est des visualisations assez riches qui ont été réalisées par Katia Dragan, qui est stagiaire de premier cycle à l'INRS actuellement et qui travaille avec moi. Donc, réaliser ces visualisations sur la base de données de l'IRPP et sur la base de données qu'elle a collectées sur la fermeture provinciale des écoles. Le point principal que je veux mentionner, c'est on voit un peu d'un côté, du côté gauche, donc la ligne de temps en termes de fermeture des écoles et des services de garde, on voit que c'est concentré à l'hiver 2020, puis suite aux vacances, une réouverture à l'automne, puis certaines fermetures qui ont été remises en place au début de l'hiver. Au niveau des secteurs de l'économie qui ont été fermés à travers différentes provinces, on voit aussi un pattern un peu similaire en termes de fermeture au cours d'hiver, réouverture partielle, donc hybride durant l'été dans la plupart des provinces, et puis une nouvelle vague de fermeture vers la fin de l'année 2020. Donc, on va s'attendre à ce que ça se voit dans les données. Je vais présenter la méthode d'estimation très rapidement, de façon simple. Notre méthode d'estimation repose sur les données transversales de l'EPA, où on prend notre population d'intérêt, ce sont les travailleurs qui étaient en emploi en février 2020. Donc, on prend, à partir de l'échantillon mensuel de février 2020 de l'EPA, le nombre de travailleurs qui rapportent à être en emploi. Puis, on va suivre cette cohorte de travailleurs dans les échantillons transversaux de l'EPA à travers tous les mois suivants. Donc, ce n'est pas un suivi longitudinal, c'est un suivi par cohorte. Par exemple, les travailleurs qui étaient en emploi en février 2020 vont être les travailleurs du même âge en mars 2020, donc la même date de naissance. En mars 2020, on peut les retrouver, ça va être la même cohorte. Mais on peut distinguer cette cohorte de travailleurs, on peut distribuer cette cohorte de travailleurs dans 3 groupes, ceux qui ont conservé leur emploi, ceux qui ont fait une transition vers le non-emploi et ceux qui ont fait une transition vers un autre employeur. On observe 2 de ces quantités-là. La troisième, on ne l'observe pas, mais on peut la calculer parce que c'est une seule quantité qui est manquante. Puis on a les 3 autres quantités. Donc, par exemple, si en février, on a 100 000 personnes qui étaient en emploi, et en mars, pour la même cohorte, on retrouve 90 000 personnes qui étaient toujours en emploi avec une durée d'emploi de plus qu'1 mois. Ces travailleurs-là, on peut les placer en emploi le mois précédent. Donc, ce sont les travailleurs qui étaient en emploi en février, qui ont conservé leur emploi en mars. On peut faire ça avec tous les mois suivants. Donc, on peut calculer avec ça un taux de rétention. Ensuite, on peut identifier dans le PA, à travers d'autres variables, les travailleurs qui sont en ce moment en non-emploi, mais on peut les placer en emploi. On peut déterminer le dernier moment où ils étaient en emploi et on peut donc déterminer s'ils étaient en emploi en février 2020. Et donc, ça, c'est la deuxième quantité. Donc, les travailleurs qui ont fait une transition EN, donc de l'emploi au non-emploi.
Et finalement, la troisième quantité, on peut l'obtenir par soustraction dans le calcul que je mets en bas. Donc, ce sont les travailleurs qui avaient un emploi en février 2020 et qui ont effectué une transition vers un nouvel employeur. On peut faire des analyses un peu plus nuancées, mais je veux mentionner que ce dernier groupe-là, c'est une quantité qui est calculée, qui n'est pas observée. Donc, on assume que dans la plupart des cas, ça va être une transition vers un nouvel employeur, mais ça peut être aussi des situations où il y a eu émigration ou décès. Si on ne peut pas vraiment l'observer, on juge que ces groupes-là sont assez petits dans notre échantillon. On peut aussi distinguer dans les transitions d'emploi en non-emploi les raisons des transitions et le statut à destination. Puis pour le taux de rétention, on peut distinguer entre ceux qui sont restés, ont conservé leur emploi avec le même employeur et étaient présents au travail, et ceux qui étaient absents, donc qui n'avaient aucune heure travaillée sans avoir été mis à pied. Il vous reste, excusez-moi, monsieur, il reste juste 2 minutes pour terminer votre présentation. Donc, j'ai déjà assez décrit les données de l'EPA. Les deux éléments que je veux mentionner, c'est qu'on a une période de référence qui est l'année précédente, puis nos travailleurs sont âgés de 20 ans à 59 ans. Donc, voilà la première série de résultats. Donc, du côté gauche ici, on voit le taux de transition mensuel. Donc, de février à mars, c'est un taux de transition sur un mois, et de février à février suivant, c'est un taux de transition sur un an. Donc, entre les deux s'échelonnent tous les taux de transition de un mois à un an. Les lignes pointillées sont l'année passée, les lignes pleines sont l'année qui vient de se terminer. Donc, on voit ici le choc, donc un très grand nombre de transitions vers le non-emploi, ou une très grande diminution du taux de rétention chez les travailleurs entre février et avril, mais un rebondissement, c'est-à-dire qu'il y a eu un retour au travail. Donc, l'augmentation du taux de rétention, donc un renversement du taux de rétention qui est vraiment contre-intuitif, en fait, capture le retour au travail de travailleurs qui avaient perdu leur emploi ou qui avaient vécu une cessation d'emploi. On voit qu'il y a une reprise à un niveau similaire à l'année précédente, tant quand on inclut les absences que quand on n'inclut pas les absences. Puis une rechute vers la fin. Ce retour au même taux de rétention que l'année précédente, en fait, masque, là, je vais me concentrer sur les transitions vers le non-emploi et les transitions vers un nouvel employeur, mais masque des grandes transitions dans la destination des cessations d'emploi. Donc, une grande augmentation des cessations d'emploi dont la destination est le non-emploi et une diminution équivalente des cessations d'emploi dont la destination est un nouvel employeur. Donc, taux similaire de rétention d'emploi, mais parmi dans les mois les plus récents, mais grand changement dans les destinations des employeurs, des travailleurs qui ont effectué une cessation d'emploi. Donc, on effectue un peu plus d'analyse par statut à destination. C'est surtout des mises à pied et à long terme, surtout des mises à pied permanentes et surtout des transitions vers le chômage et non l'inactivité. Il y a des grandes différences par industrie. Certaines industries qui ont été beaucoup plus touchées, d'autres industries qui ont été beaucoup moins touchées, mais aussi on observe que parmi les industries qui ont été plus touchées, on a des grandes différences dans les destinations des cessations d'emploi. Donc, ce n'est pas seulement la magnitude du choc entre les industries qui les distingue, mais c'est aussi, encore une fois, les différences de destination, comme le secteur de la construction qui a un taux de rétention qui a diminué, mais qui est mené par une augmentation des transitions vers un nouvel employeur et non par une augmentation des pertes d'emploi, des transitions vers le non-emploi, alors que c'est l'inverse dans les secteurs comme le commerce de détail. Et finalement, on voit certaines différences de genre, mais notamment, c'est des différences qu'on va explorer un peu plus en détail dans les travaux futurs, dans une version future de l'étude. Mais on voit que le taux de rétention a rebondi plus lentement chez les femmes. Donc, le retour au niveau de l'an passé, c'est fait de façon plus lente, mais c'est néanmoins fait. Puis, à partir de ce moment-là, on voit peu de différence dans
dans les destinations des transitions des hommes et des femmes suite à une cessation d'emploi dans la période la plus récente, même si le choc au début initial a été vécu de façon beaucoup plus forte par les femmes. Donc, je vais conclure sur ça. Merci beaucoup et désolé d'avoir dépassé. Je vais être très intéressé à entendre vos questions, vos commentaires sur cette étude. Merci beaucoup, M. Sandrini, pour cette présentation très, très intéressante. Je donne la parole sans trop tarder à Mme France Pascale Ménard de Statistique Canada, qui nous présente mesurer la diversité d'un genre dans le programme des statistiques sociales à Statistique Canada. Donc, à vous la parole, Mme Ménard. Oui, bonjour. Je suis analyste au Centre de démographie de StatCan et je vais vous présenter les changements introduits par StatCan relatifs au sexe à la naissance et au genre. Je vais aussi vous donner un bref aperçu de notre plan d'analyse des données sur le sexe à la naissance et le genre dans le cadre du recensement de 2021. Depuis plusieurs années, il y a une reconnaissance et une sensibilité accrue du public et des gouvernements à l'égard des communautés LGBTQ2+. StatCan a reçu plusieurs commentaires en lien avec le recensement de 2016 et d'autres enquêtes sociales en réaction à la question sur le sexe qui était alors jugée trop exclusive puisqu'elle ne comprenait que les options sexe masculin et sexe féminin. En parallèle, il y a eu plusieurs changements législatifs au gouvernement fédéral concernant le genre. Par exemple, en 2017, la loi C-16 a été votée. Cette loi modifiait la loi canadienne sur les droits de la personne et le code criminel pour tenir compte de l'identité et de l'expression de genre. En 2018, la directive du Conseil du Trésor du Canada sur la modernisation des pratiques du gouvernement canadien en matière d'information relative au sexe et au genre a été adoptée. Donc, c'est dans ce contexte que StatCan a développé de nouvelles normes sur le sexe à la naissance et le genre cognitif. Ces nouvelles normes ont été publiées en avril 2018. Le but étant d'être plus inclusif et de tenir compte de la diversité de genre au Canada, mais aussi de clarifier les concepts de sexe à la naissance et de genre. La nouvelle variable de sexe à la naissance réfère au sexe biologique assigné à la naissance, qui est constitué de l'ensemble des caractéristiques physiques et biologiques qui distinguent les personnes en tant qu'hommes, femmes ou personnes intersexes. StatCan propose deux classifications de sexe à la naissance. Donc, la première comprenant les catégories sexe masculin et sexe féminin seulement, et l'autre classification qui est dite variante comprend également la catégorie intersexe. Le nouveau concept de genre réfère au genre actuel d'une personne qui correspond à l'identité sociale et personnelle d'une personne. Donc, le fait d'être un homme, une femme ou une personne non-binaire, un terme générique qui est utilisé pour décrire les personnes qui ne sont pas exclusivement hommes ou femmes et qui déclarent leur genre actuel comme étant, par exemple, agent, pangenre, genre queer, genre fluide, genre non-conforme, bispirituel ou autre. Le concept de genre s'inscrit dans le domaine de l'identité de genre qui comprend aussi généralement l'expression de genre. Donc, en combinant les concepts de sexe à la naissance et de genre, on est en mesure d'estimer la taille de la population transgenre, trans, c'est-à-dire les personnes pour qui le sexe à la naissance diffère de leur genre actuel. Donc, pour ceux et celles qui ont rempli le questionnaire du recensement, en principe, vous devriez l'avoir fait, vous aurez reconnu ces deux questions sur le sexe à la naissance et le genre. Grâce à ces questions, StatCan va être en mesure de produire des données sur les personnes trans et non-binaires au niveau national, mais aussi à des niveaux plus fins de géographie. Ces deux questions ont été testées dans le cadre du test quantitatif du recensement de 2019 auprès de 135 000 ménages, puis un rapport technique qui a été publié à ce sujet.
La question sur le genre comprend 3 catégories, donc genre masculin, genre féminin et ou veuillez préciser. Donc, la raison pour laquelle on demande de préciser la réponse plutôt que de proposer une autre option, comme par exemple autre genre ou genre non-binaire, ou une liste plus exhaustive de genres non-binaires, c'est pour réduire le taux de faux positifs et d'accroître la qualité des données. Donc, cette approche qui est dite à 2 étapes est recommandée dans la littérature et elle a été proposée à la suite des consultations qu'on a faites auprès d'experts dans le domaine, puis des tests cognitifs. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on doit considérer lors de la collecte, du traitement et de la diffusion des données selon le sexe à la naissance et le genre. Depuis l'automne 2018, le genre est demandé par défaut dans la plupart des programmes de la statistique sociale. Le sexe à la naissance peut aussi être recueilli, mais sa collecte doit être jugée nécessaire. Donc, c'est le cas, par exemple, pour certains indicateurs démographiques ou de santé, ou encore pour être en mesure de mesurer la population trans. Cette recommandation suit la directive du Conseil du Trésor. Donc, fait à noter, l'enquête sur la population active n'a pas encore introduit la question sur le genre, mais ça devrait venir au cours des prochaines années. La taille des populations trans et non-binaires est relativement petite, ce qui peut engendrer des problèmes des enjeux de qualité et de confidentialité des données. Donc, selon les résultats de l'enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés de 2018, 0,24% des personnes âgées de 15 ans et plus qui ont participé à l'enquête ont fourni des réponses indiquant qu'elles étaient trans ou non-binaires. Et des résultats uniquement pour la population non-binaire n'ont pas pu être publiés justement pour des raisons de qualité et de confidentialité des données. Les questions sur le sexe à la naissance et le genre peuvent être perçues comme étant très personnelles, surtout pour les personnes trans, non-binaires, qui sont en questionnement ou en transition, ce qui peut rendre la réponse par procuration délicate. Et finalement, une autre de nos préoccupations, c'est de maintenir une certaine comparabilité historique des données. Donc, bien que le sexe à la naissance et le genre renvoient à 2 concepts qui sont quelque peu différents, les effets de ces changements sur les analyses longitudinales comparatives selon le sexe ou le genre devraient être mineurs, puisque, étant donné la petite taille de la communauté, des communautés trans et non-binaires. De plus, il se peut que lors des recensements précédents, le genre de la personne ait été fourni par les personnes trans à la question sur le sexe, étant donné l'absence de la question sur le genre. Donc, la mesure sur l'orientation sexuelle suscite aussi beaucoup d'intérêt lorsqu'elle est combinée à celle sur le sexe à la naissance et le genre. Elle permet de tenir des données sur la population LGBTQ2+. En 2019, la question sur l'orientation sexuelle faisant partie de notre contenu harmonisé a été modifiée pour ajouter l'option « ou veuillez préciser ». Donc, en ce moment, StatCan travaille sur le développement de normes sur l'orientation sexuelle et le statut LGBTQ2+, pour pallier aux lacunes d'information sur cette population qui pourrait devenir le 5e groupe désigné selon la loi sur l'équité en matière d'emploi. Au cours des 2 dernières années, StatCan a publié plusieurs articles qui analysent les données en tenant compte des nouvelles variables sur le sexe à la naissance et le genre, de l'orientation sexuelle ou du statut LGBTQ2+. Donc, en voici plusieurs. Il y a un article justement qui traite des vulnérabilités liées à la COVID au sein de la population LGBTQ2+. En prévision du prochain recensement de 2021, on a commencé à réviser
la norme sur le genre pour qu'elle soit plus actuelle. Pour la révision de la norme, on a fait plusieurs consultations. D'abord, on a testé certains termes en lien avec le genre lors des groupes de discussion sur l'orientation sexuelle. Ensuite, on a mené cet hiver une consultation publique sur la mise à jour de la norme sur le genre et des nouvelles normes sur l'orientation sexuelle et le statut LGBTQ2+. Puis on a rencontré aussi plusieurs experts dans le domaine de la diversité de genre. La consultation publique s'est terminée vers la mi-mars, mais si vous voulez consulter les documents pour la consultation et participer à la consultation, les documents sont toujours en ligne et on accepte toujours les commentaires. On souhaite avoir terminé la révision de la norme sur le genre au cours des prochains mois. Donc, en parallèle, StatCan joue un rôle de fil au niveau international en ce qui a trait à la mesure sur le genre. En 2019, le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a mandaté StatCan et l'ONS du Royaume-Uni pour le compte de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, donc UNECE, de produire une analyse des activités statistiques menées au niveau international dans le domaine de l'identité de genre. Donc, il y a un rapport qui a été publié, il est disponible en ligne, puis constitue un outil de référence dans le domaine. StatCan continue de collaborer avec les autres agences statistiques nationales, toujours à l'initiative de l'UNECE, afin de standardiser ces concepts. Donc, un nouveau rapport va être rédigé au cours des prochains mois pour la prochaine conférence des statisticiens européens qui va avoir lieu l'automne prochain. Je vais maintenant vous donner un petit aperçu de notre plan d'analyse et de diffusion des données sur la diversité de genre pour le recensement de 2021. Notre plan d'analyse comprend un article dans le quotidien qui va être publié au printemps 2022, en même temps que la diffusion sur les données sur l'âge et le type de logement. Notre quotidien va porter plus spécifiquement sur les résultats initiaux de la diversité de genre. Donc, on va utiliser essentiellement le tableau que vous voyez ici, donc qui décrit la variable du statut transgenre à 5 catégories. Qui est créé en combinant les variables du sexe à la naissance et du genre. Donc, on va d'abord mesurer la taille de la population canadienne trans et non-binaire âgée de 15 ans et plus. On va aussi analyser certaines différences régionales et distribution par âge des populations trans et non-binaires et cisgenres. Puis aussi, on souhaite illustrer la diversité au sein même de la diversité. Donc, il y a des dizaines de façons d'exprimer la non-binarité de genre. Donc, on souhaite fournir une courte liste des termes les plus couramment utilisés en français et en anglais pour décrire cette non-binarité. En plus du quotidien, on pense publier une infographie portant sur les résultats initiaux, puis aussi une infographie et une vidéo portant sur les concepts associés à la diversité de genre qui pourraient être utilisés comme outil éducatif. Des tableaux de données faits saillants pourraient aussi être publiés. Donc, à la toute fin des diffusions du recensement, quand toutes les autres variables vont avoir été publiées, donc soit vers le début de l'année 2023, on a l'intention de poursuivre notre analyse de la diversité de genre au Canada dans un recensement bref qui portera sur les caractéristiques familiales et du ménage, les caractéristiques socio-économiques et socio-culturelles des personnes trans et non-binaires. Par exemple, on souhaite mettre en lumière les inégalités socio-économiques auxquelles les personnes trans et non-binaires font face. Lors de nos consultations, il y a plusieurs experts qui ont souligné que c'était une priorité parce qu'il y a un grand besoin en information dans ce domaine. Donc, en terminant, je tiens à souligner que pour toutes les autres diffusions des données du recensement à part celles sur le genre, l'âge, où les variables sur le sexe à la naissance et le genre seront utilisées. Donc, c'est la variable sur le genre qui va être utilisée par défaut, tant dans les produits de données que dans les documents d'analyse.
qu'il est possible que nous dérivions une variable sur le genre à 2 catégories, qui ne comprenant que le genre masculin et le genre féminin, pour des fins de diffusion de certains tableaux et analyses. La même logique s'applique aux enquêtes. Le genre doit être utilisé par défaut et à moins que la taille de l'échantillon ne le permette et que le sujet de l'enquête ou de l'analyse soit lié à la diversité de genre, la variable dérivée du genre à 2 catégories devrait être utilisée. Enfin, l'introduction de la variable sur le genre va affecter la façon dont on définit nos variables portant sur les familles, plus particulièrement celles qui distinguent les couples de même sexe des couples de sexe opposé. Donc, on pense redéfinir nos familles comptant un couple en fonction du genre des conjoints plutôt que de leur sexe. On continue d'ailleurs nos consultations avec des experts sur les familles de la diversité. Donc, voilà. Si vous avez des questions ou vous aimeriez avoir accès à ma présentation PowerPoint dans laquelle j'ai inclus plusieurs hyperliens, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Madame Ménard, pour cette présentation, pour le respect du temps. Ça a été exact. Donc, si je vois ici notre horaire, il nous reste autour de 25 minutes pour des tours de questions, de discussions, de commentaires. Donc, voilà, je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Vous utilisez... Ah, Monsieur Saint-Denis? Oui, j'aimerais briser la glace. Premièrement, j'ai vraiment apprécié les 3 autres présentations. Ma question serait pour Julie. Dans votre étude, est-ce que vous considérez dans les prochaines étapes de l'étude aller extraire plus de caractéristiques sur les caractéristiques du contexte local des annonces, dans la mesure où, pour l'instant, on a les distances par rapport au centre urbain, puis la concentration de la population, si je ne me trompe pas. Mais ça peut être corrélé à plusieurs autres facteurs locaux qui peuvent avoir une grande influence là, sur les différences de réponse, comme peut-être par exemple, on ne peut pas avoir directement d'informations sur le statut d'immigration des personnes qui mettent les annonces en ligne, mais on pourrait penser à voir s'il y a des différences dans la concentration d'immigrants ou dans le niveau socio-économique d'une région. Puis, de façon liée, est-ce que vous avez été capable de collecter des informations sur la qualité des logements à travers ou des caractéristiques des logements à travers des données que vous avez recueillies sur le web ou sur la plateforme comparative? J'oublie le nom exact. Dans la mesure où il pourrait y avoir une différence dans la distribution géographique des types de logements qui pourrait aussi être associé avec différents taux de réponse, de la variation géographique du taux de réponse et puis de l'écart de réponse entre les immigrants et les Suisses non immigrants. Oui, merci pour la question. Effectivement, j'ai donné assez peu d'informations sur la structure du modèle et toutes les variables qui étaient incluses dans le modèle. Donc, pour la première question, c'est-à-dire sur d'autres composantes du territoire, donc les modèles contrôlent pour un ensemble de variables sur le territoire, donc des variables démographiques, c'est-à-dire la structure par âge de la population dans la municipalité, le pourcentage de population immigrante, le revenu médian dans la municipalité, essentiellement le taux de logement vacant. Voilà, ça, je pense que c'est les plus importantes. Donc, il y a un contrôle, en tout cas, pour ces variables pour essayer d'isoler l'effet du niveau d'urbanisation ou le niveau d'éloignement. Après, là, ce sont des résultats vraiment
vraiment préliminaire. Je commence juste à explorer cette variation spatiale. Je vais essayer de tester aussi pour d'autres indicateurs, mais pour le moment, c'est les deux qui me paraissaient les plus pertinents. Maintenant, sur la question peut-être de la qualité des logements ou des différences d'offres de logements dans les différentes municipalités, donc on considère aussi le nombre de pièces dans un logement. Donc, il y a effectivement une variation du niveau du taux d'invitation selon la taille des logements. Donc, plus un logement est grand, plus il y a de chances d'être invité pour le visiter parce qu'il y a moins de compétition dans ces logements. Et de la même façon, le loyer, en fait, le prix du logement, du bien locatif. Donc là, ce ne sont pas des questions qui m'ont intéressée directement, mais ce sont des facteurs que j'ai pris en compte dans les analyses. Voilà. Merci beaucoup. Et Maude, ton question? Oui, deux questions en fait. Une question pour France Pascal. Merci beaucoup en passant pour toutes les présentations qui étaient très intéressantes. Je me demandais pourquoi, j'assume que c'est pour faire l'économie du nombre de questions, mais pourquoi on décidait de prioriser le genre et d'inclure le sexe à la naissance? Seulement quand c'est comme nécessaire, parce que je me disais en même temps, il y a quand même, si on s'intéresse aux inégalités, il y a quand même des éléments peut-être de socialisation. Là, je comprends, ceci étant dit, que c'est très minimal, là, la proportion des gens qui n'ont pas le même genre à un moment donné que leur sexe, mais en tout cas, j'aurais aimé peut-être en savoir un peu plus là-dessus. Et puis, mon autre question, c'était pour Jonathan, en fait. Je voyais donc les politiques qui touchaient la petite enfance semblent vraiment, vraiment importantes ou enfin avoir des effets bénéfiques sur les inégalités. Mais je me demandais comment c'est mesuré. Est-ce qu'on parle d'effets sur par exemple, les revenus des parents ou plutôt des effets sur les conditions futures des enfants? Quand on a mentionné ces résultats-là, c'était pas... c'est ça, je n'étais pas sûre de quoi il s'agissait. Alors, voilà. Merci. Je peux peut-être commencer. Ensuite, on suit les directives du Conseil du Trésor du Canada. Donc, pour la collecte, puis pour l'analyse, c'est le genre qui doit vraiment, qui prévaut. Donc, j'ai dit que le sexe doit n'être inclus que quand c'est nécessaire, mais jusqu'à maintenant, là, je n'ai pas le pourcentage des enquêtes qui l'incluent, mais dans plusieurs des enquêtes, puis pour le recensement, les deux questions ont été incluses. En tout cas, pour le moment, c'est sûr qu'on y va plus avec la prudence aussi, puis la continuité. Je pense probablement que ça va être le cas aussi pour le PA. Là, ils commencent tout juste là, à réfléchir à leur processus là, pour introduire le genre parce que c'est ça, c'est quand même un gros changement, là, donc pour une enquête qui est aussi importante que le PA. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Pour ma part, en fait, c'est les deux. C'est autant les parents que les enfants, mais en fonction des tableaux que j'ai mentionnés. Donc, le groupe 0 à 5 ans, de ce que je me souviens, c'est vraiment les enfants qu'on suit jusqu'à l'âge adulte. Et donc, nous avons les effets sur les enfants, donc la proportion d'emploi, par exemple, le revenu et tout. Et pour ce qui est du service de garde, de ce que je me souviens, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais c'était par rapport aux parents, si ma mémoire ne fait pas défaut.
Merci. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, commentaires? On a quelques minutes pour... Oui, Madame Trudeau? Oui, ça pour Madame Ménard, un peu pour faire la suite de la question de Madame Poulies. Je pense que le sexe, c'est quand même une variable qui est utilisée quand, en même temps, on veut associer des données de différentes bases de données. Donc, si, en même temps, on veut essayer de faire en même temps, on veut retrouver un même individu dans différentes bases de données pour comme faire des liens, mettons, ça, je sais pas, le recensement, une enquête, différentes choses. Donc, est-ce que c'est aussi l'intérêt de le garder dans plusieurs enquêtes pour justement pouvoir les lier, dans le sens que le genre, justement, peut changer d'une certaine manière. Ça pourrait changer dans le temps si, par exemple, on veut faire une manière une étude plus longitudinale, alors que le sexe à la naissance, en tant que c'est censé rester fixe. Donc, il y a peut-être un intérêt là-dedans de l'étude de l'intégrer, mais je suppose que ça dépend. C'est sûr que ce n'est pas le seul facteur qui va être utilisé, en fait. Là. Mais est-ce que ça peut avoir un intérêt aussi? Oui, mais de plus en plus, pour les données de l'état civil, on commence à recevoir les données avec un sexe qui est plutôt comme un genre, si on veut, avec le X, parce que les provinces et territoires, là, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais pour les certificats de naissance, là, je ne me rappelle plus si c'est toutes les provinces et territoires qui permettent de changer, mais c'est pas si, je veux dire, c'est que les données qui sont affichées, elles ne représentent pas nécessairement le sexe le sexe à la naissance, dans le sens que un individu peut décider de le changer. Donc, je pense que pour le moment, c'est sûr que pour lier aux données administratives, oui, je pense qu'avoir les deux, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de prudence puis de continuité. Oui, c'est ça. Mais je pense que de plus en plus, puis c'est ça pour les données, l'état civil, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on reçoit. Est-ce que c'est vraiment le sexe ou c'est un peu un mélange du sexe et du genre, tu sais, des deux concepts? Comme on avait avant avec le recensement où c'était seulement le sexe, il y avait pas, c'était beaucoup moins précis, on ne précisait pas le sexe à la naissance. Mais il y a un peu une transition, en fait, parce qu'on veut garder une comparabilité historique, mais historiquement, ce n'est pas les mêmes concepts qui sont utilisés. Donc. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, et M. Bélanger. Oui. Ma question est pour Jonathan. C'est plus une question d'informations supplémentaires. Je me demandais si, dans le contexte où les politiques reliées à la petite enfance étaient le facteur important, là, s'il y avait des études qui, au Québec, faisaient une distinction entre l'effet des CPE versus les garderies privées ou encore la maternelle 4 ans, qui ont été des programmes là, assez récents. Là, mais je ne sais pas s'il y a eu des études sur l'impact de ces programmes-là en particulier. Merci beaucoup pour votre question. En fait, pour être honnête, je n'ai pas vu d'études sur le sujet au Québec. Ça doit être documenté, mais à ma connaissance, j'en ai pas vu passer. Donc, je dois malheureusement dire que je n'ai aucune idée par rapport à ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes ici qui en savent davantage que moi sur ça. Mais c'est encore dans cette logique, comme je mentionnais, que c'est probablement documenté, mais à l'interne. Donc, il n'y a pas de documents accessibles publiés sur le sujet. Désolé de ne pas pouvoir répondre davantage. Non, mais la réponse est non, c'est une réponse. Merci. Merci beaucoup. Et il me semble que Mme Dion avait une question, Madame. Oui. Voilà. À vous la parole. Oh oui.
Merci, c'était pour France Pascal. Est-ce que il y a parfois des jeunes ou même des enfants qui s'identifient comme un autre genre de leur sexe à la naissance, mais j'ai vu que vous avez mis un seuil de 15 ans. Est-ce que vous allez discuter ou est-ce que StatCan va déclarer des résultats pour les jeunes? Pour le moment, pour les analyses, on préfère se concentrer sur notre population qu'on dit adulte au recensement, comme on le ferait avec l'état matrimonial. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas analyser les données, mais ça va peut-être venir un petit peu plus tard. Donc, les données seront disponibles, par contre, pour les enfants. Donc, c'est juste que pour nous, encore là, on souhaite être un petit peu plus prudent, puis aussi peut-être consulter des experts aussi dans le domaine qui étudient les personnes transgenres, les enfants transgenres, trans et non-binaires. Donc, c'est ça. On est en train de développer notre expertise à StatCan, donc je trouve que c'est ça pour le moment. On va commencer avec les personnes de 15 ans et plus, puis après, c'est ça, on verra pour la suite. OK, merci. Merci beaucoup, Mme Dion, pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Donc, si vous êtes d'accord, Maude, on pourrait fermer avec une dernière question. Je te donne la parole, puis avant, je vous remercie. Je remercie à tous les conférenciers, puis à tous nos participants, et merci aux organisateurs et organisatrices de cette colloque pour m'avoir invité. Ça a été vraiment un bien facile, donc je te donne la parole, Maude. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Très apprécié. J'en profite aussi pour remercier quelqu'un que je n'ai pas encore remercié, Louis-Carl Boivin, très important dans toute la logistique de ce colloque. Alors, merci, Louis-Carl. Et sur ce, on se voit demain. Il y a encore 2 séances, une table ronde sur les projections de population et une séance sur la migration. Donc, à demain. Merci. Bonne continuation, merci, bye.